Bien, bonsoir à tous, je suis vraiment content de vous retrouver. Alors évidemment, ce sont des retrouvailles un petit peu particulières puisque on n'est plus en présentiel. Vous ne me voyez pas, je ne vous vois pas, mais comme je vous l'avais dit, il a été difficile, impossible de trouver des créneaux pour assurer ces 6 heures de cours en présentiel, justement, vu d'une part l'emploi du temps chargé qui est le vôtre, en particulier dans la spécialité saisie, et d'autre part que je ne suis pas toujours disponible pour les cours qu'on me propose jusqu'à 8 heures le soir ou le samedi matin. Donc j'ai décidé, donc pour terminer ce cours avec vous, d'une certaine manière, eh bien de l'enregistrer, de faire défiler le PowerPoint comme je le fais défiler en présentiel, et eh bien de commenter, de faire le cours en voix de fond. Alors ça a peut-être encore un aspect un petit peu bricolé, hein. Bon, c'est vrai que j'ai justement un petit peu bricolé pour me lancer dans ces enregistrements, mais voilà, ça me permet de me lancer dans les instruments pédagogiques modernes. Et alors évidemment avec quelques inconvénients, hein, c'est du live à la maison, donc peut-être que les enfants peuvent rentrer, faire du bruit, etc., etc. Malgré bien sûr les précautions que j'ai prises. Bon, en ce qui concerne l'organisation du cours, hein, jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui restent les mêmes. Bon, même si elles sont parfois plus difficiles à mettre en œuvre, mais enfin, je ne voudrais pas que vous vous sentiez gêné pour poser des questions, hein. Vous avez toujours mon adresse mail, donc n'hésitez pas, j'essaierai de répondre le plus vite possible. Alors, ces enregistrements sont organisés en fonction des thèmes, hein, qui nous restent à voir ensemble. Et le premier thème, donc, de cette première vidéo, c'est toujours dans la grande partie de ce cours consacré au contenu des politiques de liberté, de sécurité et de justice, les questions d'examiner maintenant les questions de financement de ces politiques, puisque on va le voir, il y a des instruments législatifs, hein, spécifiques dédiés à ces financements. Alors, on va d'abord rapidement, hein, comment ce thème, la présentation de ce thème est organisée. Bien, tout d'abord, je vais faire une présentation générale des financements disponibles, et après je donnerai un exemple, celui du fonds asile, migration et intégration, qui donc c'est un fonds ouvert pour une période de 7 ans. Tous les fonds dont on va parler sont ouverts pour une période de 7 ans, entre 2014 et 2020. Alors, mais donc tout d'abord, une présentation générale des financements disponibles dans notre espace. Alors, il y a, de manière très générale, hein, il y a trois types de financements. Le premier, c'est celui de l'administration européenne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est les subventions prévues dans le budget général de l'Union européenne à destination des administrations de l'Union qui interviennent à un titre ou à un autre dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, hein. Donc, par exemple, eh bien, la Commission, donc, qui exerce des activités dans notre espace, est financée sur le budget général, mais aussi évidemment les agences, hein, le bureau asile,
Frontex. Alors une chose à savoir au passage, hein, c'est que le fonctionnement de l'Union européenne a fait l'objet il y a quelques années, au début des années 2010 plus précisément, d'une disons une critique assez poussée, en particulier dont le Royaume-Uni était à l'origine, et qui a eu pour but un redimensionnement, hein, des financements destinés à l'administration de l'Union européenne, et avec l'obligation de mise en place de baisser de moins 5% le financement, et en particulier les financements destinés aux emplois dans les institutions, et également dans les agences. Alors cette mesure, hein, avait été prise pas très longtemps avant que se déclenchent, hein, les grands flux migratoires du début des années 2010, et il a fallu un petit peu redresser la barre en catastrophe, en particulier en ce qui concerne les financements et les dotations personnelles de Frontex. Bon, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas le temps de revenir, qui est peu connu, mais qui je signale en passant. Alors, à côté de des fonds destinés aux structures administratives, il y a des fonds, deux autres catégories de fonds. Des fonds qu'on pourrait appeler d'une part à destination interne, et des fonds à destination externe. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, c'est assez simple, hein, c'est que les fonds à destination interne sont principalement à destination des États membres et de la Commission. En revanche, les fonds à destination externe sont à destination principalement d'États tiers, comme le fonds dont vous avez entendu parler, par exemple, hein, le fonds ou les fonds, je crois qu'il y en a plusieurs, liés à la politique de voisinage, hein, qui peuvent être assez élevés. On est quand même là dans l'ordre, il y a quand même plusieurs milliards. Je crois que l'ensemble des fonds destinés à la politique de voisinage peut atteindre autour de 15-16 milliards d'euros. Mais donc je ne traiterai pas ces fonds, hein, pas plus ces fonds à destination externe, pas plus que je ne traiterai des budgets alloués aux institutions et aux agences de l'Union qui opèrent à un titre ou à un autre dans l'espace de liberté et de sécurité. Je vais me concentrer sur les fonds que j'ai appelés, alors destination interne, externe, ce sont mes qualificatifs, hein, c'est pas, évidemment, ce ne sont pas du tout des termes officiels. Donc, je vais me concentrer sur ces fonds à destination interne, et faire tout d'abord un petit rappel à leur égard. Donc d'abord, d'un point de vue de terminologie, on trouve parfois l'expression des programmes de financement, ou fonds de financement. Donc je crois que pour les fonds qui nous intéressent en ce moment, hein, donc ceux de 2014-2020, eh bien on parle de fonds. Ces fonds ont une durée septennale, donc qui va de 2014 à 2020, et cette durée septennale est évidemment liée, vous savez, avec le cycle budgétaire de l'Union de 7 ans. Hein. Vous savez qu'il y a d'abord un cadre budgétaire septennal, et ensuite dans lequel sont définies les grandes orientations de recettes et de dépenses de l'Union. Au passage, vous savez, on est en train de réfléchir au prochain de ces cadres financiers, et c'est pas très connu, mais il y a d'importants choix assez
structurants pour le futur qui sont faits, en particulier pour ce qui est, par exemple, un petit peu, je crois, la diminution des fonds alloués à la PAC. Bref, tout ça se décide, se négocie en fait très en amont. Quoi qu'il en soit, ces fonds donc on représente un volume extrêmement important du budget de l'Union. Le budget de l'Union donc sur 7 ans, hein, ce qui est alloué à ce qui est prévu pour ses recettes et pour ses dépenses. Hein. Vous savez, sur le septennat dans lequel nous sommes, il s'agit d'un budget d'un peu moins de 1000 milliards. On est, je crois, à 960 et plus. Et ces fonds de financement, ces programmes de financement représentent 90% des dépenses de l'Union, donc 90% de ces presque 1000 milliards sur 7 ans. Vous pouvez après refaire le calcul sur une année proportionnellement. Alors, ce qui est intéressant de noter au passage, hein, c'est que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des politiques de l'Union européenne, eh bien, ont donc un double volet. Hein. Vous avez un volet en général. Hein, la plupart de ces politiques ont un volet normatif, un texte juridique, les classiques règlements, directives, et qui fixe les règles, les obligations, des objectifs, etc. Donc l'arsenal, si je puis dire, l'arsenal juridique classique. Mais en même temps, vous avez en général en parallèle, et pour la même politique, vous avez un volet financier. Hein, et le volet financier prend la forme des fonds dont on parle. Et là, on va le voir, hein, donc les politiques de notre espace, on retrouve hein, les grandes politiques de notre espace, à chacune correspond un fonds. Donc, comme vous le voyez, un peu plus bas sur la diapo, vous avez le fonds asile-migration, le fonds pour la sécurité intérieure, donc chacune des politiques menées avec son volet normatif, le code frontière Schengen, etc., Dublin, le système de Dublin, eh bien, à chacune de ces politiques correspond donc ce volet normatif et un deuxième volet en matière de fonds, dont la philosophie, en un mot, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle permet de financer des projets que peuvent souhaiter mener les États, mais pas seulement les États. Hein. Les fonds sont ouverts il y a des demandes de collectivités locales, d'entreprises, même de particuliers, etc., du moment qu'ils remplissent les critères d'utilisation. Alors, ces fonds prennent en général la forme juridique de règlements, de règlements et de règlements d'exécution. Avant Lisbonne, c'était en général c'est des décisions. Bon, maintenant, ce sont des règlements, et pour les questions plus précises, des règlements d'exécution. Alors, dans notre domaine, il existe trois principaux fonds. Ces fonds ont été lancés au début des années 1990. Avec des sommes très très modestes. On était à quelques dizaines de millions. Je ne sais pas si on peut parler en euros, c'était encore en écus. Il y avait des programmes, ça s'appelait programme Argo, je crois. Donc des sommes très très modestes, et qui, septennale après septennale, ont augmenté et continuent d'augmenter. Alors trois fonds. Le premier, le fonds intitulé Asile, Migration et Intégration, a fait l'objet d'un règlement, un règlement
514 de 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, Migration et intégration, et ce fonds s'élève à tout de même à 3 milliards 140 millions d'euros, bon, sur 7 ans évidemment. Le deuxième fonds est consacré à la sécurité intérieure. On va voir sécurité intérieure au sens large. Il s'élève, lui, à 3,8 milliards d'euros. Et en fait, il est double, hein, plus exactement, il se dédouble dans la terminologie juridique exacte de l'Union européenne, et qu'à l'intérieur de ce fonds, on trouve deux instruments de soutien financier. Donc l'un dans le domaine des frontières extérieures et des visas. Donc vous avez la référence du règlement, c'est le règlement 515 de 2014, et également l'instrument financier à l'égard qui porte lui sur la coopération policière, la prévention et la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises, c'est le règlement 513 de 2014. Ce dernier s'élève à 1 milliard, alors que l'instrument financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas est plus élevé, puisqu'il atteint 2760 millions, 2 milliards 760 2 milliards d'euros et 760 millions. Et puis enfin, pour mémoire, un troisième fonds, le fonds justice, qui lui n'est doté que de 380 millions. Bon, j'ai pas mis les références puisque c'est quelque chose sur lequel je ne reviens pas et qui financièrement ne représente pas le plus grand pourcentage. Alors, toujours dans la présentation générale de ces financements, ce que je voudrais voir maintenant, c'est le contenu de ces trois fonds. C'est-à-dire, en fait, on retrouve dans chacun de ces fonds, et puis dans les instruments dans les instruments de soutien financier, on retrouve toujours un petit peu la même structure, ce que j'appelle le contenu générique. C'est que à chaque fois, le contenu est assez stable. Ce qui change, c'est le montant et les objectifs. Mais ils sont tous organisés de la même manière, donc avec tout d'abord l'indication du montant, c'est-à-dire de combien s'élève le fonds. Ensuite, quel est son objectif général. L'objectif général étant posé, il est ensuite décliné en plusieurs objectifs spécifiques. Ensuite, des dispositions sont consacrées à la gestion de ces fonds, qui peut être soit partagé, soit direct. Alors j'aimerais m'attarder un petit peu sur ces notions de gestion partagée, gestion directe. La gestion partagée, tout d'abord, la gestion partagée concerne la plus grande partie des crédits de ces fonds. On est entre 85 et 90%. Et ce sont des fonds qui ont vocation, bien sûr, à être à destination des États membres, donc sont pour les États membres et utilisés par les États membres. Mais attention, pas de n'importe quelle manière, puisque maintenant le droit de l'Union, le droit de ces fonds, impose que les États membres les utilisent en fonction de programmes nationaux multiannuels. Donc il faut qu'ils montrent que les actions qui vont être financées sur leur territoire grâce à ces fonds de l'Union vont rentrer dans les objectifs de ces programmes nationaux multiannuels. Et ces programmes nationaux multiannuels sont
préparé, non seulement préparé, mais également mis en œuvre, contrôlé et évalué par les États membres, hein, donc certaines marges dans l'utilisation, mais attention, pas exactement dans l'utilisation, hein, dans la manière dont ces programmes sont préparés, mis en œuvre, contrôlés, évalués, mais cela se fait suite à dialogue politique, hein, c'est l'expression consacrée, dialogue politique avec l'Union européenne et participation des parties prenantes. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les États membres ne peuvent pas, n'adoptent pas de manière complètement autonome leurs programmes nationaux multiannuels, mais le font en dialoguant avec l'Union européenne, en sollicitant, en écoutant les parties prenantes. Alors évidemment, l'Union européenne, là, n'a pas un pouvoir contraignant en disant non, le programme national multiannuel, là, ça va pas, vous le changez. Non, donc c'est plutôt un rôle d'accompagnement, de conseil, mais vous comprenez bien qu'il est sans doute délicat comprendre pas vraiment possible pour un État bien de refuser les modifications suggérées par l'Union européenne, puisque derrière il y a des financements à la clé. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il y a eu une progression assez nette, hein. C'est donc un encadrement de la manière dont les États membres vont concrètement mettre en œuvre ces fonds au travers de leurs programmes nationaux multiannuels. Une partie des fonds qui sont mis en gestion partagée, une petite partie, entre 10 et 15%, est ce qu'on appelle fléchés en fonction de priorités établies par la Commission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que, vous savez que ces crédits qui sont en gestion partagée représentent entre 85 et 90% des fonds. Eh bien, sur ces 85 et 90% des fonds, une partie, 15-10%, ne pourra être mise en œuvre, financée sur le territoire des États membres que si elle respecte les priorités établies par la Commission. C'est-à-dire en général, hein, évidemment, les objectifs énoncés dans les fonds et les objectifs énoncés dans les fonds, qui sont énoncés dans les fonds par l'Union européenne, par la Commission, et les objectifs qui sont énoncés dans les programmes nationaux multiannuels, donc élaborés par les États membres, sous l'œil suite à dialogue politique avec l'Union européenne, avec la Commission. Et évidemment, ces objectifs sont semblables, hein. Mais parmi ces objectifs, la Commission peut sélectionner un certain nombre de priorités et décider que eh bien, le quota sur lequel elle a la main devra servir à financer les priorités qu'elle a déterminées, elle. Donc ça, c'est la question, c'est la gestion partagée, hein, de ces fonds. On concerne la plus grande partie de ces fonds. Mais la partie résiduelle, hein, 15-10% de ces fonds est gérée de manière directe. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que c'est la Commission elle-même, hein, qui peut financer des actions, ce qu'on appelle des actions européennes ou des actions d'urgence. Évidemment, hein, toujours en fonction des objectifs aussi bien généraux que spécifiques de ces fonds. Mais là, si vous voulez, les États membres n'ont pas ce rôle d'intermédiaire qu'ils ont dans le cadre de la gestion partagée. C'est la Commission, hein, qui les gère directement, qui décide de leur allocation.
Et puis, dernier élément qu'on trouve dans ces fonds, dernier élément commun qu'on trouve dans ces fonds, c'est la détermination d'actions concrètes qui peuvent faire l'objet d'un financement. C'est-à-dire que on a, après donc l'indication du montant général, après l'indication de montant spécifique, d'objectifs, pardon, l'indication de montant, d'objectifs spécifiques, de chiffre général, d'objectifs spécifiques, d'avoir détaillé la manière dont ils sont gérés, soit partagés, soit directs, eh bien, les règlements vont lister un certain nombre d'actions concrètes qui, elles, et seulement elles, pourront faire l'objet d'un financement. Voilà, je vous en donnerai des exemples lorsqu'on va étudier prendre l'exemple c'est ce qu'on va faire maintenant, du fonds asile, migration et intégration. Donc évidemment, je vais reprendre son étude, une étude assez sommaire. Je reprends bien entendu le découpage précédent en le détaillant. Alors, le fonds asile, migration et intégration, comme je l'ai dit, est doté d'un montant de 3 milliards 140 millions d'euros. Son objectif général est le développement de la gestion efficiente du flux migratoire et la mise en œuvre, le renforcement et le développement de l'approche commune de l'Union en matière d'asile et de migration. Je répète, l'objectif général de ce fonds, c'est le développement de la gestion efficiente du flux migratoire et de la mise en œuvre, le renforcement, le développement de l'approche commune de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Bon, gestion efficiente du flux migratoire, bon, c'est un objectif extrêmement ambitieux qui, pour l'instant, n'a pas vraiment été atteint. Alors, ensuite, cet objectif général est décliné en un certain nombre d'objectifs spécifiques. Il y a 6 objectifs spécifiques. Un objectif en ce qui concerne l'asile. Là, il s'agit peuvent être financés tout ce qui permet de renforcer, de développer le système européen commun d'asile. Et précise le règlement en s'assurant que la législation européenne dans ce domaine soit appliquée de manière uniforme et efficiente. Donc, renforcement et développement du système européen commun d'asile en s'assurant que la législation européenne dans ce domaine soit appliquée de manière uniforme et efficiente. Donc, bon, là encore, on va dire il y a de la marge. Objectifs spécifiques en matière de migration légale et d'intégration. On trouve des dispositions selon lesquelles dans ce domaine-là, eh bien, des actions doivent être financées selon les besoins du marché et en renforçant l'intégration des non-nationaux. Sans plus de précision. Le troisième objectif spécifique, lui, porte sur le retour. Donc, le retour de personnes qui n'ont pas le titre pour séjourner sur le territoire d'un État membre, en particulier les personnes dont la demande d'asile a été fait l'objet d'un refus. Et là, l'objectif spécifique en question, c'est le développement de stratégies justes et effectives de retour dans le but de combattre l'immigration illégale. Donc là encore, ces politiques de retour sont très, très difficiles, très longues à mettre en œuvre. On y reviendra, j'espère qu'on aura le temps un petit peu plus tard. Ensuite, la question de l'autre quatrième objectif spécifique, celui de la solidarité. Alors c'est un point un petit peu crucial. Vous allez me dire que les autres sont cruciaux également, mais je veux dire, en matière de, ce qui m'intéresse, c'est qu'en matière de gouvernance, qui est quand même l'objet de ce cours, c'est un point important, puisque là l'objectif c'est de faire en sorte que les États membres les plus touchés par l'immigration et l'asile puissent compter sur la solidarité des autres États membres. Je répète, faire en sorte que les États membres les plus touchés par l'immigration et l'asile puissent compter sur la solidarité des autres États membres.
Et c'est là donc, c'est quelque chose je n'avais pas développé hein, dans l'étude sommaire que je fais de ce fonds ici, mais c'est à ce titre-là qu'on trouvera, je vous en avais déjà un petit peu parlé, la mise en place de clés de répartition de financement à destination des États membres en fonction on va dire, de leurs caractéristiques frontières. Qu'est-ce que je veux dire par caractéristiques frontières? Eh bien que les États membres qui ont les plus longues frontières, de longues frontières externes, a priori recevront plus seront plus éligibles à ces fonds que les autres. Et puis il y a d'autres éléments également qui permettent, hein, donc voilà, qui permettent, oui, l'expression d'une certaine et très limitée solidarité financière. Cinquième objectif spécifique, le financement du réseau européen d'immigration. Donc qu'est-ce que c'est que le réseau européen d'immigration? C'est un réseau d'administration nationale qui a pour but de partager des informations sur l'immigration et l'asile. Et enfin, dernier objectif spécifique, sixième et dernier objectif spécifique, c'est ce qu'on appelle l'aide, je ne sais pas s'il faut dire pudiquement ou pas, mais c'est l'aide financière spéciale pour les États membres en fonction du programme de réinstallation dans les domaines de migration et de l'asile. Alors, je pense que vous voyez à quoi cela fait référence. Donc, les programmes de réinstallation en matière de migration et d'asile, vous savez que donc qui ont été adoptés par décision du Conseil à l'été et à l'automne 2015 maintenant. C'est sous pression du Conseil européen. Ces programmes de réinstallation sont accompagnés du versement, on va dire, je ne sais pas trop comment le qualifier, oui, d'une aide financière spéciale, comme le dit le texte, ou on pourrait dire aussi d'un intéressement, c'est-à-dire que pour tout migrant ou demandeur d'asile réinstallé, eh bien, les États où ils sont réinstallés touchent quelques milliers d'euros. Et donc voilà, en gros, pour aller vite, si vous voulez, la ligne budgétaire, elle est là. On retrouve également, dans le cadre du fonds Asile, Migration et Intégration, des dispositions relatives à la gestion, hein, et dans le cadre de ce fonds, 98% des sommes sont en gestion partagée, 12% en gestion directe. Donc, là, je ne peux que redire très rapidement ce que je vous ai dit lorsque j'ai présenté de manière générale la gestion partagée. C'est que cette gestion partagée se fait en fonction des programmes nationaux multi-annuels des États membres qui eux-mêmes sont élaborés selon un dialogue politique mené avec la Commission européenne. Et que ces fonds donc sont préparés, mis en œuvre, contrôlés, évalués par les États membres, etc., sans oublier les parties prenantes. Bon, définition des parties prenantes qui reste sans doute un petit peu vague, ou en tout cas pour permettre des espaces propres à chaque État membre dans la définition des parties prenantes, l'invitation des parties prenantes à participer justement. Dans notre cas, donc 12% de ces 88%, 12% de ces 88% sont des actions spécifiques correspondant à des priorités de l'Union européenne. Les priorités en général sont fixées par la Commission. Donc, selon je vous ai déjà expliqué le fonctionnement de ce petit pourcentage des fonds en gestion partagée
qui servent à financer des activités, des actions concrètes correspondant aux priorités définies parmi les objectifs spécifiques dont j'ai parlé, et ceux qui sont prioritaires aux yeux de la Commission et de l'Union européenne. Et toujours en matière de gestion, 12% de ces fonds sont en gestion directe. Donc, vous savez ce que recouvre la gestion directe, c'est-à-dire des actions menées directement par l'Union européenne, hein, toujours en fonction, bien sûr, hein, dans le cadre de l'objectif général et des objectifs spécifiques de ce fonds, et en particulier de plus en plus les aides d'urgence. Enfin, dernier point, la question des actions concrètes financées. Donc là, vous avez une liste d'un certain nombre d'actions concrètes. Donc vous avez par exemple l'amélioration de l'accueil des demandeurs d'asile, les campagnes d'information dans les pays tiers sur les canaux d'immigration légale, la formation et langue pour les migrants ou demandeurs d'asile qui ne parlent pas de langue de l'Union, des programmes, des aides à destination des personnes vulnérables, etc. etc. Donc, évidemment, ce sont les seules actions qui figurent dans ces listes qui peuvent être financées par le fonds asile et migration, et dans la plupart des États membres, hein, ce fonds permet le financement, d'ailleurs non pas seulement on pourrait penser qu'il s'agit d'activités ponctuelles, mais souvent même d'activités ou même de structures, d'activités pérennes ou même de structures qui sont prises en charge de manière continue en fait par ces fonds. Voilà. Donc je ne vais pas présenter de manière détaillée, enfin de manière détaillée qui est quand même une manière assez rapide, hein, les autres fonds comme les deux autres instruments financiers qui composent le fonds pour la sécurité intérieure. On aura sans doute l'occasion de recroiser l'un ou l'autre, et j'en parlerai, je dirais, ceux qui ont besoin de savoir, vraiment on les recroise, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Voilà, donc j'ai fini ce thème sur le financement, et le prochain thème, hein, donc la prochaine vidéo, portera sur la redevabilité. Qu'est-ce que c'est des politiques qui sont menées dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.